on the beat. This land is your land. This land is my land. From California, well to the New York Island. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de LA Anecdote, votre podcast traitant de la grande histoire des Lakers au travers des petites. N'hésitez pas, comme la dernière fois, à compléter, corriger ce sujet, suggérer des thèmes de vidéo ou bien désigner des axes d'amélioration, ce sera pris avec grand plaisir. L'histoire des Lakers est faite de célèbres noms qui ont fait de formidables choses. Laissez-moi vous parler de celui qui n'a rien à leur envier, mais dont l'identité fut oubliée par la majorité des fans de NBA. Du moins jusqu'à ce qu'une série télévisée sortie après la rédaction de ce podcast, mais qui a eu le temps de publier tous ces épisodes parce que la procrastination est une religion, le remette un peu en lumière. Son dessin modelait l'attaque la plus meurtrière et flashy de son ère, mais d'abord, retour en arrière. Été 79. Le vent du changement souffle depuis quelques mois dans la Cité des Anges, aux abords d'Inglewood. Les Lakers sortent d'une saison en demi-teinte, conclue par une élimination en demi-finale de conférence face aux rugueux Supersonics de Seattle, qui finiront par glaner le trophée NBA quelques semaines plus tard. Loin du parquet, c'est les coulisses qui animent la vie des Purple and Gold. Jack Kencook, propriétaire de la franchise, ainsi que des LA Kings et du Forum, se voit poussé à la vente en prévision d'un divorce qui s'annonce onéreux. Ami du susnommé, Jerry Buss s'empare du lot. C'est une véritable métamorphose que souhaite initier le nouveau propriétaire, accompagné jusqu'à la vente par Cook, soucieux de laisser à son ami une franchise la plus stable possible. Un retour des stars d'Hollywood au bord des parquets, une salle pleine à craquer s'émerveillant à la fois pour les pas de danse des futurs Laker Girls et ceux des Lakers, devenus fun et sexy. Le nouveau patron voit grand. Il faut dire que le sort a Jerry Buss à la bonne. Le 19 avril 1979, lors de la loterie NBA qui décidait à l'époque de l'ordre des 2 premiers picks d'un simple pile ou face, les Lakers sont assurés de drafter en première position et les lumières se braquent déjà sur un jeune meneur de Michigan State pour raviver la flamme des Lakers moribonds. Reste à trouver l'homme qui saura sublimer les nombreux talents dont regorge l'effectif. Et ce ne sera pas Jerry West, l'ancien patron de l'équipe, qui, contrairement à la série, ne quitte pas son poste 3 semaines avant le training camp. Coach à la philosophie de jeu qu'on qualifiera gentiment de limitée, consistant à donner la balle à Karim Abdul-Jabbar afin que celui-ci fasse parler la poudre, West ne laissera pas un souvenir impérissable sur le banc, si ce n'est dans le mauvais sens du terme, du fait de sa relation à certains joueurs comme Norm Nixon. De son propre aveu, Jerry reconnaîtra que le costume n'était pas le sien. C'était affreux. Entraîner n'est pas quelque chose dont j'étais vraiment capable. Comme coach, je passais mon temps à hurler, ce que je haïssais. Quand Jerry Buss est arrivé, j'ai su qu'il était temps pour moi d'arrêter d'entraîner pour de bon. Ça aurait été malhonnête envers moi-même de garder un travail que j'haïssais et injuste pour Jerry d'avoir un entraîneur qui n'était pas assez bon pour le poste. Contacté avant la signature de West en 1976, Jerry Tarkanian, le célèbre coach de l'université de Las Vegas, est à 2 doigts de signer son contrat avant qu'une tragédie, l'assassinat de Vic Weiss, son agent aux dents longues et aux fréquentations un peu douteuses, ne le fasse finalement changer d'avis. Vous trouverez d'ailleurs un petit thread posté à ce sujet en description. Le poste convoité est donc toujours vacant, et le regard des médias se tourne vers la NCAA, Cook tentant encore une fois de débaucher John Wooden, avec le même succès que 3 ans auparavant. Ceux de Jerry Buss et Bill Sharman vont, eux, vers un presque inconnu, Jack McKinney. Jack, de son vrai nom John Paul, est né en 1935 dans une petite bourgade de Pennsylvanie. Le jeune garçon développe rapidement un amour pour le basket, notamment au lycée de St. James sous les ordres de Jack Ramsey. Les 2 hommes se recroiseront à l'université de Saint Joseph, Philadelphie, développant au passage une relation amicale. Si sa carrière de joueur s'achève au sortir de 3 années de NCAA, le parcours basketballistique de McKinney ne s'arrête pas pour autant, embrayant dès lors sur une carrière de coach. Après un bref intermède de 2 saisons dans son ancien lycée de St. James, Jack McKinney devient l'assistant coach de son maître à penser, Jack Ramsey. Les 2 hommes passeront ensemble 5 années à diriger Saint-Joseph, avant que McKinney ne tente de voler par ses propres moyens. Une saison seulement, loin de son alma mater, avant de remplacer Ramsey, parti pour raison de santé. Il restera à Saint-Joseph 8 années avec un bilan de 144 victoires pour 77 défaites, enchaînant les bons exercices malgré le départ de certains joueurs pour la NBA. McKinney a régulièrement reçu des offres d'universités plus prestigieuses, mais est resté fidèle à Saint-Joseph, son université. Pour la saison 73-74, le coach qui cumule jusque-là les casquettes d'entraîneur et de responsable du département sportif demande d'en occuper que la première fonction. Pour la seconde, l'université recrute le révérend Michael Blee. Heureux de cette signature, McKinney va vite déchanter
face à l'antipathie affichée par son désormais supérieur. Sportivement, et encore une fois pourtant promis à l'enfer suite au départ de Mike Bantam ainsi que Pat McFarland, les deux meilleurs scoreurs de l'équipe l'année précédente, Saint-Joseph s'en sort cette année-là avec un bilan honorable de 19 victoires pour 11 défaites avant de sortir au premier tour de la March Madness. 3 jours après la défaite, Blee licencie McKinney, qui manque selon lui de pédagogie. Libre de tout engagement, c'est en croisant un ancien ami et ponte du coaching, Hubie Brown, à un stage de basket à New York que McKinney met les pieds en NBA. Brown, quittant son poste d'assistant à Milwaukee pour prendre les rênes des Kentucky Colonels en ABA, propose de glisser son nom à l'oreille de Larry Costello, le coach des Bucks. Ce dernier accepte de le rencontrer au détour d'un repas et, après 4 heures à parler de stratégie offensive et défensive, engage Jack. McKinney passe 2 saisons à Milwaukee, chuchotant à l'oreille des plus malentendants, comme un certain Karim Abdul-Jabbar, tout en se gavant de la créativité offensive et de l'épée playbook de Larry Costello, avant de filer à Portland pour rejoindre Jack Ramsey, devenu coach des Blazers. Les deux hommes qui se retrouvent remporteront ensemble le titre NBA en 1977, lors de l'année la plus belle et incroyable de sa carrière, Dixie McKinney. Après une solide saison régulière clôturée avec 49 victoires pour 33 défaites, Portland va écarter tour à tour Chicago et Denver avant de sweeper les Lakers en finale de conférence. La finale NBA vont les protéger de Ramsey s'offrir les Sixers en 6 matchs, malgré la défaite lors des 2 premières passes de cette série. La saison suivante sera celle de la confirmation, avec un bilan de 58 victoires pour 24 défaites, avant que Bill Walton ne se blesse grièvement et enterre avec lui les espoirs de toute une franchise. Le 11 juillet 1979, alors qu'il anime un camp de basket avec le coach de la sélection italienne à Maggiore, Jack se voit proposer un poste de rêve. C'est fort d'une offre de 125 000 $ et d'un contrat de 1 an que Jerry Buss tente de séduire McKinney. Ce dernier lui concède espérer un contrat de 3 ans, réponse cinglante du patron « Je ne sais même pas si tu es un bon coach ». McKinney est prêt à lui prouver et embarque dans l'histoire un ami, ancien joueur sous ses ordres et devenu coach en NCAA à La Salle, Paul Westhead. Peu impressionné par la pression et l'attente liée au poste ou par le fait de coacher Karim Abdul-Jabbar, joueur décrit comme asocial avec qui il avait pourtant lié de solides liens lorsque les deux évoluaient à Milwaukee, c'est avec une philosophie établie et une assurance à toute épreuve que Jack McKinney débarque à Los Angeles. Le salut des Lakers viendra du mouvement. Fini l'immobilisme et l'isolation, il faut maintenant courir. Et pour ça, il aura besoin de Norm Nixon, borderline All-Star, et du jeune Magic Johnson que Jack entend bien motiver. Lors du training camp, le stratège alpague son rookie. « Je suis déçu. Quand nous t'avons drafté, je pensais que tu prendrais les responsabilités et que tu dirigerais le jeu. Coach! Je ne peux pas dire à Karim, Jamal ou Norman quoi faire. Ce sont tous des All-Stars. Magic. Quelqu'un doit le faire. Hier encore, Karim me disait « Coach, quand est-ce que le jeune va prendre les rênes comme vous l'aviez dit ?» Le fait que Karim n'ait jamais mentionné Magic ou son rôle relève des prérogatives de l'entraîneur. Plus tard, dans ses mémoires, McKinney concédera « J'ai un peu déformé la vérité, mais vous ne pouvez pas contester le résultat. » Les résultats ? 9 victoires, 4 défaites au bout de 13 matchs. Un jeu offensif florissant et les Lakers se placent parmi les prétendants au titre. Rien ne semble pouvoir arrêter les hommes et leur coach. Ou presque. Le 8 novembre, jour de repos pour les athlètes et le staff, McKinney est réveillé à 9h30 du matin par un coup de téléphone de son assistant Paul Westhead. Ce dernier lui propose un match de tennis à 10h. À moitié réveillé, Jack répond par l'affirmative, prend note de l'heure de rendez-vous et file au garage récupérer le vélo qu'il a offert un peu plus tôt dans l'année à son fils, sa femme ayant pris la seule voiture du couple pour la journée. Il est maintenant 10h30 et Paul n'a pas vu son coach arriver aux courtes. Changement d'avis, un empêchement. Je n'étais pas vraiment inquiet. J'ai présumé qu'il avait dû passer au bureau pour affaire. Ça n'aurait pas été inhabituel pour un coach NBA à cette période de la saison. Westhead imaginait tout à fait son ami rendre visite à Michael Cooper, l'arrière blessé la veille. C'est finalement la femme de McKinney qui contacte Paul à 1h de l'après-midi pour avoir des nouvelles de son mari, absent du domicile. L'inquiétude ne fait que grandir et Claire décide d'appeler les hôpitaux des environs. Après avoir décrit son mari, Claire McKinney se précipite à Torrance, sur conseil de la réceptionniste de Little Company of Mary Hospital. Un mystérieux accidenté est arrivé il y a quelques heures en fâcheux état. Sur son chemin jusqu'au cours de tennis, Jack arpentait les rues à un rythme modéré, sans prise de risque particulière. Alors qu'il décélère à l'approche d'un stop, les freins du vélo se bloquent et le coach d'alors se retrouve projeté par-dessus son guidon, ne stoppant sa course que plus loin, après que sa tête ait heurté le sol et qu'il y ait glissé sur presque 6 mètres. C'est dans une mare de sang qu'une ambulance récupère McKinney et le transporte à l'hôpital dans l'urgence la plus totale. En arrivant sur place, l'ambulancier lâcha même à son collègue « Aucune chance. Il n'y a aucune chance que ce gars s'en sorte. »
Une fracture au coude, une mâchoire cassée, des bleus et des plaies ci et là, mais surtout d'importantes blessures à la tête et au cerveau qui effraient le corps médical quant à la survie de l'entraîneur, le conduisant à passer plusieurs jours dans le coma. Du côté des Lakers, c'est le branle-bas de combat. Inquiet pour son ami et terrifié par ce qui lui est arrivé, Paul Westhead doit pourtant assumer ses fonctions et pour cause, il est le seul assistant de Jack McKinney et les Lakers reçoivent Denver le lendemain au Forum. Après la séance de tir matinale, le coach accidentel, comme il se décrit, file échanger avec Bill Sharman sur la situation. Le general manager, après une tape amicale dans le dos, lui déclare « Tu le fais. Parce que c'est soit toi, soit le concierge. À toi de choisir. » C'est ainsi que Westhead enfile le costume de son mentor et démarre sa jeune carrière de head coach NBA, prenant soin d'assurer la continuité de la campagne. Ça devrait être clair. C'est l'équipe de Jack McKinney. Et je suis juste là à tirer les ficelles le temps qu'ils reviennent. Je n'ai aucune intention de changer quoi que ce soit. Les Lakers y croient, mais le retour est loin. Une tige pour son coude, une chirurgie plastique pour son visage, puis 4 mois de dur labeur à domicile. L'étude des équipes adverses et la création de systèmes, qui était le quotidien de McKinney, laissent place à la rééducation à la marche, à la parole, à sourire et rire. La rééducation est lente, difficile. Ses problèmes cognitifs sont sérieux et sa mémoire n'a de cesse de lui faire défaut. Lors d'un match des Lakers auquel il assiste, Jerry Buss vient aux nouvelles de McKinney, lui demandant comment se passe son rétablissement. Jack dévisage cet homme, sa mémoire ayant fait fi du propriétaire des Lakers. McKinney rend service à Westhead en scoutant l'adversaire et ses protégés continuent à marcher sur la ligue, s'appuyant sur un plan de jeu éprouvé et toujours fidèle à sa vision, au point d'arriver en finale NBA face aux Sixers. Si l'odeur du champagne commence à se faire sentir en ces températures estivales, du côté de Jack, c'est la douche froide. Un article de presse annonce que les Lakers ne conserveront pas McKinney, information que Jerry Buss reconnaîtra quelques heures plus tard, Westhead gardant le rôle d'entraîneur en chef. Les Lakers remportent le titre, tandis que McKinney peine à avaler cette trahison de la part d'hommes qu'il estimait beaucoup. Jerry Buss, mais aussi Paul Westhead, pourtant au courant de ce qui se tramait en coulisses. Sa carrière est selon lui loin d'être terminée et il tente de le prouver en prenant les rênes des Pacers venant de rejoindre la Grande Ligue. À l'issue de cette saison, McKinney est nommé coach de l'année, mais ses troubles mnésiques ne cessent d'handicaper son travail. Les joueurs d'Indiana, soucieux de faciliter la vie à leur coach lors des entraînements, iront jusqu'à inscrire leur nom à l'avant de leur short. Plus tard, lors de son passage aux Kings de Kansas City et au détour d'un temps mort, McKinney dessine un système en ajoutant « On fait comme face à St. John, les gars ». Université qu'il affrontait une dizaine d'années plus tôt, avec Saint-Joseph. Après ces quelques années infructueuses, le coach se rend à l'évidence et quitte tristement la NBA dans l'oubli général. La vie n'est pas toujours juste. Je suis ok avec la façon dont elle a tourné, je suis chéri par mes proches, mais bon, ce n'est pas toujours juste. Du côté des Lakers, s'il en a tué le père au profit de son fils spirituel, le retour sur investissement se montre moins fructueux que présumé, tournant même au drame shakespearien si cher à son nouveau patron. Il faudra attendre 2 ans, de la tension, des menaces et de la gomina pour revoir Hailey en haut de l'affiche. Mais ça, c'est une autre histoire. This land was made for you and